Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, un chapitre absolument essentiel pour le brevet, la décolonisation et la naissance des nouveaux États. C'est une période de changement incroyable qui a complètement redessiné la carte du monde. Alors soyez bien attentifs, on va décortiquer tout ça ensemble pour que ce soit limpide le jour de l'épreuve. C'est parti. Regardez bien cette image. On est au Congo, en 1960. On voit ces hommes qui marchent avec des pancartes. Les slogans sont clairs, ils sont puissants. C'est vraiment un moment historique. Un cri pour la liberté qui va résonner sur tout le continent. Mais alors, la question c'est comment on en est arrivé là? Quelles sont les forces qui ont poussé des millions de personnes en Asie et en Afrique à réclamer leur indépendance? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Allez, on plonge dans notre première partie. Pour bien comprendre la décolonisation, il faut d'abord jeter un œil au contexte juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1945. Le monde est en ruine, c'est vrai, mais en même temps, de nouvelles idées émergent. C'est un vrai Big Bang géopolitique qui va secouer les vieux empires coloniaux. Voilà la question clé. Le genre de question qui pourrait tout à fait tomber au brevet. Pourquoi ces grands empires coloniaux, qui dominaient le monde depuis des siècles, s'effondrent aussi vite après 1945 ? C'est un peu comme un château de cartes qui s'écroule d'un coup. Voyons ensemble ce qui a bien pu provoquer cette chute spectaculaire. Alors, en fait, c'est une combinaison de plusieurs facteurs très puissants. D'abord, les métropoles, comme la France ou le Royaume-Uni, sortent de la guerre complètement ruinées, très affaiblies. Ensuite, les deux nouvelles superpuissances, les États-Unis et l'URSS, sont toutes les deux contre la colonisation, même si c'est pour des raisons différentes. Troisième point, un nouveau principe international s'affirme, le fameux droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, on assiste à la montée en puissance de mouvements nationalistes directement dans les colonies, des gens qui se battent pour leur liberté. Et ce principe, ce n'est pas juste une idée en l'air. Regardez, il est inscrit noir sur blanc dès 1945 dans la Charte des Nations Unies. Ça devient un principe de droit international. Imaginez un peu la force que ça donne aux mouvements qui luttent pour leur indépendance. D'un coup, ils ont la loi internationale de leur côté. Bon, maintenant, passons à la deuxième partie pour voir comment tout ça se passe concrètement sur le terrain. Parce que si le désir d'indépendance est le même un peu partout, le chemin pour y arriver, lui, va être très très différent. On va se concentrer sur deux exemples qu'il faut absolument maîtriser pour le brevet, l'Inde et l'Algérie. Cette image illustre parfaitement les deux voies possibles. D'un côté, on a l'Inde, symbolisée par Gandhi et la non-violence. C'est la voie de la négociation, de la discussion. Et de l'autre, l'Algérie, une guerre longue, violente, terrible. C'est la voie du conflit armé. Deux histoires, deux décolonisations radicalement opposées. Commençons par le cas de l'Inde, qu'on appelait le joyau de l'Empire britannique. Le personnage clé, évidemment, c'est Gandhi. Et sa méthode, ça il faut bien la retenir, c'est la désobéissance civile. L'idée est assez simple. Refuser tous ensemble, publiquement, les lois britanniques jugées injustes. Mais, et c'est le point essentiel, toujours sans utiliser la violence. Cette petite frise nous montre bien les étapes de cette lutte. En 1930, il y a la fameuse marche du sel, un défi symbolique incroyable. Des milliers d'Indiens vont produire leur propre sel pour ne plus payer la taxe aux Britanniques. En 1942, en pleine guerre mondiale, le mouvement Quit India exige carrément le départ des Britanniques. Tout ça mène à l'indépendance en 1947. Mais attention, c'est une indépendance très douloureuse puisqu'il y a la partition, la division du territoire, entre l'Inde à majorité hindoue et le Pakistan musulman. Maintenant, on change complètement de décor avec l'Algérie, qui était une colonie française. Ici, la situation est beaucoup plus complexe, plus explosive, et ça va mener à une guerre. La raison principale, pour la France, l'Algérie, ce n'est pas juste une colonie comme les autres. Voilà le mot-clé, le concept crucial à retenir. L'Algérie est une colonie de peuplement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que près d'1 million d'Européens, qu'on appelle les pieds noirs, y vivent, parfois depuis plusieurs générations. Pour la France de l'époque, l'Algérie, ce sont des départements français. Du coup, il est hors de question de lui donner son indépendance, ce qui rend la négociation quasiment impossible, vous en doutez. Et là, attention, exercice type brevet, analyse de documents. Regardez bien ce tableau. On est en 1954, juste au début de la guerre. Les chiffres sont... Franchement, ils sont choquants. Ils montrent des inégalités gigantesques entre les deux communautés. La mortalité infantile, par exemple, est 4 fois plus élevée chez les Français musulmans. Et pour l'école, c'est pareil. 100% des enfants européens sont scolarisés, contre à peine 20% pour les enfants musulmans. Ces inégalités, c'est le carburant du conflit. Le résultat de tout ça, c'est une guerre terrible qui va durer 8 ans, de 1954 à 1962, menée par le Front de Libération Nationale, le FLN. Elle se termine par l'indépendance de l'Algérie avec les accords d'Évian. Mais elle laisse aussi des drames humains terribles. Le départ massif, dans la douleur, des pieds noirs et le sort tragique des Harkis, ces Algériens qui avaient combattu pour la France et qui vont être abandonnés.
Bon, une fois indépendants, que deviennent tous ces nouveaux pays? C'est l'objet de notre troisième et dernière partie. Ils ne veulent plus être dominés ni par les anciens colons, ni par les nouvelles superpuissances. Ils vont donc tenter de créer une nouvelle force sur la scène mondiale, une sorte de troisième voie. On va les regrouper sous un nouveau nom, le tiers-monde. L'expression a été inventée par un Français, Alfred Sauvy, qui a fait le parallèle avec le tiers-état de la Révolution française, vous savez, celui qui ne comptait pour rien et qui a tout changé. Eh bien là, c'est pareil. C'est l'ensemble de ces pays, souvent pauvres, qui refusent de s'aligner soit sur le bloc américain, soit sur le bloc soviétique en pleine guerre froide. Et leur acte de naissance politique, c'est cette conférence. Un événement majeur, Bandung, en Indonésie en 1955. Imaginez, pour la toute première fois, 29 pays d'Afrique et d'Asie se réunissent, entre eux, sans les puissances occidentales. Et là, ils condamnent le colonialisme et affirment haut et fort leur volonté de rester neutres. C'est le début de ce qu'on appellera le mouvement des non-alignés. Le communiqué final de la conférence est sans appel. Lisez cette phrase. Le colonialisme, dans toutes ses manifestations, est un mal. C'est une affirmation d'une force incroyable pour l'époque. Ces nouveaux États se posent en acteurs de leur propre histoire et ils dénoncent sans détour l'ancien système mondial. Bon, on a vu énormément de choses. C'est le moment de synthétiser, de tout mettre au clair. Voici la diapo à retenir, la fiche de révision parfaite pour le jour J. C'est vraiment le moment de faire une petite capture d'écran si besoin. Alors, pour cartonner au brevet sur ce chapitre, retenez bien ces 3 points. Premièrement, les dates clés. 1947, indépendance de l'Inde. 1954-1962, la guerre d'Algérie. Et 1955, la conférence de Bandung. Deuxièmement, les notions à savoir définir par cœur. Décolonisation, mouvement nationaliste, tiers-monde et surtout, colonie de peuplement. Et enfin, la méthode pour analyser un document, n'importe lequel, toujours en 3 temps. 1. Je présente le document. 2. Je décris ce que je vois. Et 3. J'explique ce que ça signifie. C'est la clé du succès, croyez-moi. Voilà, notre analyse est terminée, mais l'histoire, elle, ne s'arrête jamais vraiment. Je vous laisse avec cette question pour aller plus loin. Regardez une carte du monde actuel. Pensez aux conflits, aux migrations, aux relations parfois compliquées entre les pays. À quel point est-ce que les héritages de la décolonisation, notamment les frontières qui ont été tracées à l'époque, influencent-ils encore notre présent ? C'est une super question pour réfléchir et faire le lien avec l'actualité. Merci d'avoir suivi et bonne révision à tous.